bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette séquence Changer la ville. 2,5 milliards d'habitants supplémentaires en ville en 2050, disent les analyses. Donc c'est un défi majeur, sachant que nous sommes aussi confrontés à la question du changement climatique. Et je vais laisser le soin à Patrice Geoffron de présenter cette séquence. Patrice, c'est à vous. Oui, bonjour, merci. Sincèrement désolé de ne pas être parmi vous, même si j'ai pu voir hier que les sessions hybrides se déroulent particulièrement bien. Donc il n'y a pas tellement de préjudice à ce que vous ne m'ayez pas sur place, mais je regrette de ne pas entendre les cigales auprès de vous. Alors adapter la ville, très résolument, lorsqu'on a bâti cette session, on a décidé de ne pas être plus directif dans le titre. Et cette question de l'adaptation de la ville, elle peut s'entendre, me semble-t-il, de différentes manières. Et je vais vous proposer, disons, 4 angles, pas nécessairement très originaux, mais c'est une manière de lancer le débat. Sur la compréhension de cet impératif ou de ces impératifs d'adaptation de la ville. La première manière d'entendre cette injonction consiste à considérer qu'en 2050, nous dit l'ONU notamment, 70% d'humains vivront dans des villes. Par comparaison, aujourd'hui, on est à peine au-delà de 50%. En fait, ce point de 50% a été franchi en 2006 de mémoire. Et à l'évidence, toutes ces villes, à l'heure actuelle, et peut-être plus encore en 2050, ne sont pas dotées de l'ensemble des services urbains qui sont une évidence en Europe ou dans les pays de l'OCDE, mais qui ne le sont pas nécessairement partout ailleurs. On peut penser évidemment au transport, on peut penser à l'adduction d'eau potable. Deuxième impératif, réduire l'empreinte environnementale des activités qui sont conduites dans les villes. À l'heure actuelle, les villes pèsent à peu près pour 70% des émissions mondiales de CO2, mais la question du CO2 n'est pas la seule menace environnementale. Dans les villes, évidemment, on peut penser à la problématique de la pollution de l'air. L'Agence européenne de l'environnement nous dit que la mortalité dans l'Europe étendue, qui n'est pas uniquement circonscrite aux 27 ou 28, cette mortalité liée à la pollution de l'air est à peu près équivalente à 400 000 décès par an. Alors plutôt en amélioration sur 10 ans, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais par ailleurs, il y a de bonnes raisons d'imaginer, de craindre que la mortalité du Covid ait été rehaussée dans les villes les plus polluées selon différentes études qui commencent à circuler. Troisième impératif qui est un peu différent, qui est lié mais un peu différent de celui de la réduction de l'empreinte environnementale, qui est celle de l'adaptation, de la résilience des villes au changement climatique. Vous avez toutes et tous évidemment entendu parler du rapport du GIEC qui a fuité, dont les principales conclusions qui sont en cours de débat mais ont fuité, qui est particulièrement préoccupant. On peut notamment comprendre que la probabilité est assez élevée d'atteindre dans cette décennie, et non pas à la fin du siècle, les plus 1,5 degrés d'augmentation de la température qui est l'objectif, encore une fois, fixé dans le cadre de l'accord de Paris pour la fin du siècle. Donc l'horizon se rapproche très dangereusement. Et évidemment, cette question, elle se pose de manière particulièrement aiguë dans les villes du fait de la problématique des îlots de chaleur que vous vivez peut-être à l'heure actuelle à Aix et que vivent notamment les Canadiens dans l'ouest du Canada à l'heure actuelle, et notamment à Vancouver. Donc il y a également des données qui permettent d'apprécier un peu et la menace et la manière dont les villes s'y préparent. Le Carbon Disclosure Project, qui est l'organisme qui essaie d'accompagner, en tout cas de centraliser des informations sur les stratégies d'adaptation des entreprises et des villes, donc nous a fourni tout récemment des données extrêmement intéressantes pour les villes, avec un panel de 800 villes, et où on nous dit que même si à peu près la totalité d'entre elles considèrent être sous différentes menaces induites par le changement climatique, notamment cette problématique des îlots de chaleur, moins de la moitié d'entre elles ont d'ores et déjà des plans d'adaptation au changement climatique. Alors, à nouveau, si on veut considérer les choses de manière positive, on peut considérer qu'il y a 10 ans, à peu près la totalité d'entre elles n'en avaient pas, en tout cas c'était plutôt l'exception. Donc désormais, c'est la moitié d'entre elles. J'ai eu la curiosité ce matin d'aller voir ce que proposait dans ce contexte Vancouver. Eh bien, Vancouver est dans la liste A des villes les mieux adaptées et considérait que la menace essentielle était celle de la montée des eaux.
et que la question des vagues de chaleur était une menace pour Vancouver uniquement pour la moitié de ce siècle, alors que Vancouver est à l'heure actuelle sous le dôme de chaleur qui frappe tout l'ouest du continent, du nord-ouest du continent américain. Donc ce défi, évidemment, il est particulièrement complexe compte tenu de la diversité de ces menaces, mais compte tenu également de la très grande incertitude sur l'horizon. Et enfin, dernier enjeu en termes d'adaptation, on ne peut pas imaginer que ces villes qui vont accueillir 70% d'humains dans quelques décennies, soient des villes uniquement peuplées d'humains qui auront des revenus élevés. Et donc ces villes résilientes devront être également des villes inclusives, ce qui n'est pas le moindre des défis. Désolé à nouveau de ne pas être parmi vous, très heureux néanmoins d'écouter les membres de notre panel et je ne doute pas qu'il y aura au moins autant de réponses que les questions que je viens de soulever. Voilà, Patrice, je te rends la parole. Merci Patrice Geoffron. Je me tourne vers Véronique Bédag. Habiter, se déplacer, gérer l'eau, les déchets dans une ville, dans une planète qui se réchauffe, comment fait-on ? Vous êtes directrice générale de Nexity, le premier promoteur immobilier français. Dans un entretien aux Échos récemment, vous disiez « Notre chemin vers le bas carbone est une rupture ». Donc expliquez-nous comment est-ce que vous vous projetez dans ce nouveau monde ? Vous avez 5 minutes. Alors peut-être un petit retour sur quand même ces épisodes de confinement et les conclusions que l'on en tire. Alors je vais remettre un petit peu le décor là où il est. Donc le télétravail est désormais une donnée. Puisque au fond ça a atteint beaucoup de populations qui n'y avaient pas accès, ça a atteint les directions générales et ça je pense que ça a été un pivot tout à fait sensible dans le télétravail. Aujourd'hui on ne sait pas quel sera le nombre moyen de jours de télétravail par semaine, 2, 3, dans des cas un peu extrêmes toute la semaine. Et puis le domicile devient aussi un lieu de travail, ce qui n'était pas le cas avant, et puis il y a des tiers-lieux qui se déploient. Post-crise également, on s'aperçoit que nos concitoyens revisitent leur logement. Alors évidemment, le premier réflexe, c'est la taille. Mais c'est aussi la modularité, et c'est aussi ce que nous on appelle la naturalité, c'est-à-dire le rapport à l'extérieur et à la ville. Alors bien sûr, aujourd'hui, quand on fait des sondages, on obtient des chiffres un petit peu intéressants, mais qui sont, à mon avis, très marqués par le moment. Un tiers des Franciliens se demandent s'ils ne veulent pas vivre ailleurs. 3/4 des salariés se disent finalement 3 jours de télétravail par semaine, c'est pas mal. Mais au fond, tout cela, c'est ce que j'ai regardé avant de venir, ne se lit pas si directement que ça dans les chiffres des transactions immobilières. Qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui ? Alors un phénomène que Century 21 appelle du joli nom de saut de puce, c'est je vis dans l'hypercentre. Le confinement a été très difficile, j'ai besoin d'une pièce en plus, éventuellement d'espace extérieur et d'un jardin, et donc je me déplace de 5 km, je sors du centre. Et ça, les chiffres des prix se lisent très très bien, puisque si on prend Paris, en intramuros l'année dernière, les prix ont baissé de 3,8%. En revanche, le prix des maisons en première et deuxième couronne a augmenté de 9% pendant la même période. Donc les chiffres économiques disent déjà un mouvement. Alors il y a un phénomène qu'on aime beaucoup qui s'appelle le phénomène de la résidence semi-principale, vous savez, en Dordogne, en Normandie. Bon, ça existe, on va se dire que quand même que ça concerne une partie tout à fait étroite et relativement privilégiée de la population. Le marché du bureau, lui, évidemment, est en crise, puisque beaucoup d'entreprises ne savent pas encore exactement ce dont elles auront besoin demain. On sait qu'il y aura probablement, on a vu des chiffres pendant la crise de 30%, ça se ramène plutôt à moins 10%, il y aura besoin de moins de bureaux. Moi, ce que je me dis, c'est qu'au-delà de ce moins de bureaux, il y aura probablement des villes où la mixité logement-bureau sera plus compliquée. Nous, les immeubles de bureaux qu'on nous demande de reconvertir se trouvent plutôt loin du centre, plutôt deuxième couronne. Enfin, on voit bien qu'il y a des villes qui auront plus de mal, au fond, sur cette mixité bureau-logement. Mais à contrario, dans certaines de ces villes de la périphérie ou des villes moyennes, on peut espérer une revitalisation du centre-ville, puisque les télétravailleurs présents, finalement, vont créer besoin de commerce, de tiers-lieux. Mais au fond, pour en revenir au débat central qu'il ne faut pas oublier, dans notre esprit, la ville de demain, elle doit reposer sur, au fond, 3 piliers qui sont vraiment les piliers sur lesquels Nexity travaille tous les jours. C'est d'abord, il faut loger tout le monde. Hein. Nous, l'un des piliers de notre intervention, mais historique de Nexity, c'est vraiment la ville inclusive. Tout le monde doit avoir sa place dans la ville, et ça n'est pas que des mots.
Il faut construire la ville bas carbone. Hein. Je pense que Vancouver nous dit qu'au fond, il faut accélérer, aller le plus vite possible, au fond. Et puis cette ville qui loge tout le monde, hein, qui est bas carbone, ben, elle est aussi dense. Ça, je crois qu'il faut le dire, il faut accepter de le dire. Et la ville dense, pour qu'elle soit acceptable, il faut qu'elle soit de très grande qualité. Donc d'abord, il faut loger tout le monde. Dans notre pays, moi je vous rappelle qu'on est dans un système où finalement l'offre est bien inférieure à la demande, en particulier pour les populations les moins aisées. Et en conséquence, les prix s'emballent depuis longtemps, donc il faut construire davantage. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La densité en ville, elle est plutôt rejetée par nos concitoyens et par les maires. Et donc aujourd'hui, les permis de construire des logements collectifs sont plutôt en baisse, alors que les permis de construire des maisons augmentent. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on entend au fond. Hein. Nous, on est dans l'impérieuse nécessité aujourd'hui de construire plus, de construire dense, de construire bas carbone. On pourra revenir sur ce que signifie la ville bas carbone, parce que c'est là où c'est vraiment une révolution. La ville bas carbone, elle ne se construit pas du tout comme la ville historique, au fond. Donc ça, il faut que tout le monde, finalement, participe à cette construction-là. Et puis, cette ville bas carbone, cette ville qui loge tout le monde, c'est aussi une ville où, je pense, l'espace public est complètement revisité. Hein. Moi, je suis une fervente partisane de la sortie des voitures de l'espace public, simplement parce qu'il faut que ce soit rendu aux humains. Et puis cet espace public doit être d'une très grande qualité. Et la ville doit être extrêmement servicielle. Et donc c'est un petit peu ce triangle qu'il faut construire si on veut être en capacité, au fond, de loger tout le monde dans une ville bas carbone qui soit résiliente au coup du sort que sont quelquefois les montées de chaleur qu'on vient de connaître à Vancouver. Merci Véronique Bédag. Vous avez déjà mis en exergue un point difficile, c'est celui de la densification. Moi, je me tourne maintenant vers Catherine Guillouard. Vous êtes à la tête de la RATP. Vous êtes présent sur tous les continents. C'est 1,5 milliard, je crois, de voyageurs. 4,8 millions de voyages par an. Et sur tous les continents ? 470 villes aussi. 470 villes, oui. Comment est-ce que vous vous préparez à la RATP avec cette expérience justement sur tous les continents en intégrant cette question, par exemple, du changement climatique? Alors pour nous, elle est fondamentale, puisqu'en fait, le transport représente en France 31% des émissions de GES. Et la RATP est engagée, le groupe est engagé maintenant depuis 2015 dans une conversion totalement inédite. Donc qu'est-ce qui se passe? On est en train de réduire de 50% notre empreinte carbone d'ici 2025. On réduit aussi de 20%, c'est notre objectif, 2025, notre consommation énergétique. Et puis on travaille sur la stratégie d'occupation d'espace public, puisque le groupe RATP opère 8 modes de transport et a des partenaires avec des start-up que vous connaissez sans doute, comme par exemple Cityscoot ou comme Communauto. Il y a un vrai sujet de cohésion et de stratégie d'occupation de l'espace public. Alors, sur le premier volet, réduire notre empreinte carbone, c'est assez simple. 3/4 de nos émissions, c'est la traction. Et 3/4 des émissions de traction, c'est en fait le réseau de surface. Parce que le métro est très largement déjà, et même si on continue sa modernisation à grande vitesse, si je puis dire, le métro est électrique. Donc j'y reviendrai après, on est un très gros consommateur d'énergie, mais vraiment le sujet du GES, c'est le sujet du réseau de surface. Donc qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on est en train de convertir tous les centres de la RATP à Paris, donc 25 centres, soit au biogaz, soit à l'électrique. C'est très bien parti. On a un tiers de la flotte qui est propre déjà. Donc l'objectif de 2025 est atteignable. On a à peu près la moitié des centres qui sont achevés ou en travaux. Donc on est vraiment engagé dans une course de vitesse pour arriver à diminuer cette facture carbone. Ce qui est très important de garder en tête, c'est que quand on parle de transport, il est évident que le transport en commun est absolument clé pour une ville. On parlait tout à l'heure du CDP. Il faut savoir que les villes perdent 2 à 4% de leur PIB en raison de la congestion.
Alors, je vais vous donner juste un chiffre, hein. 60 fois moins d'émissions carbone quand vous prenez les transports en commun que quand vous prenez une voiture. Bon, ça, c'est déjà un premier bloc. Deuxième bloc, la consommation énergétique, parce qu'il faut aussi réduire cette facture-là. Donc là, comment on fait? On s'est engagé, on est le seul opérateur de transport au monde à être certifié 50001, pardon de la technicité, mais ça veut dire qu'on a passé au peigne fin tous nos ateliers de maintenance, tout l'industriel, toute la production de transport, tout le tertiaire, et qu'on a obtenu une certification, j'allais dire, hautement engageante et qu'on valide tous les 2 ans. On a 3000 gigawatts par an que l'on consomme et on vient de passer d'ailleurs un accord avec EDF pour, j'allais dire, décarboner de la production via du solaire sur le moyen terme. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que quand on réintègre les nouvelles générations de métro, on vient d'ouvrir la 14 à Paris avec le plus grand métro de France qui fait 120 mètres de long, eh bien c'est comme les avions, sa consommation énergétique est de moins 17%. Donc, on a des métros qui, au fur et à mesure, récupèrent l'énergie électrique de freinage. Et mieux, on utilise l'énergie fatale, et ça va plaire à Véronique, on utilise l'énergie fatale de nos tunnels pour chauffer des habitations. On le fait dans le 11e. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'empreinte énergétique. Et sur la partie qui est très importante de cohésion dans l'espace public, là, on a lancé un programme avec le MIT de façon à analyser dans Paris ce qui se passe au niveau des curbs, c'est-à-dire la limite entre le trottoir et la voie publique, pour pouvoir... C'est vraiment un programme de mass data dont le but est d'améliorer la circulation de nos bus en tenant compte de l'ensemble effectivement des nouvelles mobilités qui y sont. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, que la RATP s'est dotée d'une raison d'être l'an dernier, qui n'est pas neutre, hein, qui est s'engager chaque jour pour une meilleure qualité de ville. Pourquoi ? Je finirai par là, j'ai 1 minute 30 je pense, parce que la RATP n'est pas qu'un transporteur public, c'est aussi un gestionnaire d'infrastructures. Donc les sujets climatiques nous percutent, on en parlait en préparant, je donne un exemple, en 2019, les rails du RER ont atteint à un moment donné 57 degrés, on a dû limiter temporairement la vitesse à Paris pour gérer, on a mis en place un plan de gestion climatique du gestionnaire d'infrastructures, ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, la RATP est très à la pointe de programmes de développement, et j'en ai avec Véronique d'ailleurs, d'intégration verticale dans la ville, c'est-à-dire qu'on a des ateliers où, je prends un exemple, Vaugirard à Paris, on est en train de refaire complètement l'atelier du métro, on fait 284 logements, 154 logements sociaux, parce qu'on pense que la ville doit être inclusive, la plus grande toiture végétalisée de Paris, et une halte garderie et des commerces. Donc on refait complètement un quartier, et ça, évidemment, ça montre que nous avons, nous, une responsabilité qui va bien au-delà du rôle du transporteur public, mais carrément d'aménageur de la ville. Voilà. Donc, in a nutshell, juste pour lancer le débat, on est vraiment au cœur des activités du groupe RATP. Merci. Merci Catherine Guillouard. Se loger, se déplacer, mais aussi gérer l'eau, les déchets. Bertrand Camus, vous êtes directeur général de Suez. On a vu pendant la crise justement que l'importance de l'eau, avec les solutions que vous avez développées pour le Covid. Expliquez-nous comment vous vous préparez pour la ville de demain. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, quand on parle de ville, il faut bien prendre en compte les différences. Voilà, quand on parle de Melbourne, Dakar, Delhi, Vancouver ou Paris, vous imaginez bien les différences de situation, à la fois géographiques, climatiques, mais aussi de développement des infrastructures. Le deuxième sujet aussi, qui est pour moi très important, parce qu'on l'a beaucoup vu dans nos métiers, justement en étant dans des villes peut-être plus exposées aux conséquences du changement climatique jusqu'à maintenant, c'est à la fois l'ampleur de ce qui est en train de se passer. On a parlé de Vancouver, mais on pourrait parler aussi de Delhi. Ils ont battu le record de température de 1931. Et je peux vous dire qu'un record de température à Delhi, c'est certainement moins facile à vivre qu'à Vancouver. Et puis, la nécessité donc d'agir rapidement, puisqu'on parle dans tous ces sujets-là de sujets d'infrastructure, de transformation assez profonde. Et c'est maintenant qu'il faut agir si on veut pouvoir être prêt dans ce qui va se passer dans les 10 à 15 ans qui viennent. Donc oui, c'est beaucoup d'anticipation, c'est beaucoup de planification.
sur le cycle de l'eau, par exemple. On échangeait avec Catherine, elle, sa hantise, c'est la crue Centenale à Paris qui pourrait noyer le métro. Moi, ma hantise, c'est les débits d'étiage en été dans la Seine avec 2 fois moins d'eau à horizon 2040. Ça veut dire que si on ne traite pas 2 fois mieux les effluents, il n'y aura plus de poissons. Ceux que Chirac avait réussi à ramener dans la Seine progressivement, ils vont tous disparaître. Ça veut dire aussi un accès beaucoup plus difficile à la ressource pour pouvoir produire à la fois de l'eau potable, mais aussi peut-être des activités récréatives. Même chose sur la gestion du déchet. On voit qu'on a passé beaucoup de réglementations sur les concepts d'économie circulaire, non seulement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour avoir accès à des ressources supplémentaires. On voit tous de la façon dont on trie nos propres déchets qu'en fait on est très loin de ce qu'il faudrait mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et puis on a aussi parlé de la qualité de l'air, qui est un vrai fléau, et sur lequel nous commençons aussi à travailler, puisque contamination de l'air, contamination de l'eau, il y a des choses qui sont similaires et qu'on pourrait réutiliser. Donc beaucoup d'anticipation, encore une fois, avec des situations très différentes d'un pays à l'autre. Moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est aussi de penser qu'est-ce que c'est que la ville, qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble dans la ville. Et en fait, on voit qu'on est plutôt sur des logiques individuelles. Chacun veut son scooter, chacun veut sa trottinette. Et en même temps, les êtres humains ont besoin d'être ensemble. On l'a bien vu dans le Covid. Là, à peine on rouvre les terrasses, tout le monde se retrouve collés les uns aux autres, à avoir le bonheur de passer du temps ensemble. Et je pense qu'il va falloir aussi réfléchir à des solutions collectives. Quand on parle de vagues de chaleur, moi j'habitais en Malaisie à Kuala Lumpur, les gens allaient se réfugier dans les shopping malls pour avoir du frais, quoi. Alors est-ce que c'est ça qu'on veut, ou est-ce que c'est plutôt l'image de Rome avec 5 fois plus d'eau qu'il y en a aujourd'hui par habitant et accès au bain, ou ça pourrait être par exemple la baignade dans la Seine? Merci Bertrand Camus. Je me tourne vers Yvonne Farrell qui est à distance. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes la cofondatrice de Grafton Architects avec Shelley McNamara, et vous avez surtout remporté en 2020 le prestigieux prix Pritzker. Vous avez livré aussi, 2020 c'est l'année du Covid, Kingston University Town. Expliquez-nous comment, comme architecte, vous vous préparez à ce monde qui présente beaucoup d'incertitudes. On voit un monde qui se réchauffe, une densification des villes. Comment est-ce que vous travaillez, vous, en tant qu'architecte? Good morning, everybody. Bonjour à tous. C'est un plaisir de faire partie de cette séance, même si c'est à distance. Merci pour votre question. Comment est-ce que nous vivons et comment est-ce que cette pandémie pourrait être vue comme opportunité pour réfléchir à ce qui est nécessaire pour le futur? Comme évoqué, le domicile, c'est le premier point. Avec très peu de préavis, on nous a demandé de travailler depuis chez nous. Et donc, ce qui n'était qu'espace privé est devenu lieu de travail, crèche, studio. Et beaucoup de personnes étaient confinées dans des espaces très réduits. Quand Shelley McNamara et moi-même ont été invités pour être curateurs du Biennale de Venise, nous avons écrit un manifesto d'espace libre parce qu'on souhaitait se concentrer sur l'espace et non pas l'architecture comme projet. Et ce que nous avons montré lors de ce Biennale, c'était un cadre très simple et créatif pour la vie. Ça s'appelait Tila House en Helsinki, au Finlande, par les architectes Tali Architecture and Design. Si nous avons choisi ce projet en termes de transformation, c'est que cette typologie très simple nous a donné l'occasion aux occupants d'habiter un même volume de différentes manières au cours du temps. Et nous pensons que c'est essentiel pour l'habitat. Dans ce projet, les personnes ont donné aux personnes des infrastructures partagées, des services partagés, mais l'espace privé était une coquille vide. On a donné un volume de 5
mètres et la structure primaire permettait à chaque habitant de créer peut-être des mezzanines au cours du temps et à s'adapter leur propre espace par rapport à leurs besoins changeants. Et nous pensons qu'il s'agit là d'un exemple brillant de l'adaptation. En termes d'espace public, l'architecte paysagiste américain, Frederick Olmsted, qui fait partie de l'administration publique et qui était responsable pour Central Park à New York. Quand on lit de l'époque au 19e siècle, la France a une tradition incroyable d'espace public. Mais à cette époque, les médecins commençaient à prescrire des promenades au Central Park comme thérapie. Et quand nous avons observé la fin sociale pour l'espace extérieur lors de la pandémie, on a compris que la conception des parcs et des espaces publics ont des impacts très importants au niveau économique, social, environnemental et psychologique. Richard et Carney ont dit récemment, en décrivant la société contemporaine, je le cite, « Internet a laissé nos corps derrière nous. La technologie couvre la distance, mais non pas la proximité. » Donc pour nous-mêmes, la déconnexion avec la nature est importante pour nous, mais la nature a besoin de nous. Dans un cours récent, professeur Kenneth Frampton a décrit la difficulté de l'architecture. Lors de son 7e point, il parle du paysage qui précède la conception urbaine. Et ce qui est important par rapport à ce commentaire, c'est qu'il pense que dans les méga-villes du futur, que les paysages entremêlés sont critiques. On parle ici de l'infrastructure et de l'intégration et du chevauchement. Nous décrivons l'architecture comme la nouvelle géographie. Donc les ressources de grande valeur et les changements dans le climat mondial. On souhaiterait passer l'espace, la culture et les matériaux combinés pour l'architecture. Les matières sont notre peau extérieure. L'espace et les matières nous enferment. Et c'est pour cela que l'architecture est importante. Nous souhaitions dire que la Terre est notre planète. Il y a un besoin important de respecter les ressources de la planète. Et nous devons choisir et spécifier clarifier les choses au cours de nos constructions. Mais il y a 3 sources, la lumière du soleil, la lune, l'air frais, la ventilation naturelle. Et également, il faut réfléchir à la vie, qui est la matière principale que nous employons en tant qu'architectes, qui est la lumière, qui est libre. Et la lumière, c'est de l'or liquide. L'architecte, Hamid Polasma, parle de la tâche mentale essentielle de l'architecture, puisqu'elle nous met dans un contexte palpable avec le monde, rehausse la réalité. Il a parlé de l'effet des matières sur notre bien-être, l'atmosphère et l'humeur. Je souhaiterais terminer en évoquant un point sur le point d'équilibre. En tant qu'architecte, nous sommes à l'extérieur de nombreuses professions, mais on ressent l'impact de stratégies, de politiques, de fiscalité. Les idées se traduisent en réalité. Les politiques formulent les structures et traduisent les réalités pour les autres. Et quelles sont les valeurs collectivement que nous souhaitons nourrir pour l'avenir? Et je termine en disant que récemment, pendant cette pandémie de COVID-19, notre pays, ici en Irlande, notre système de santé a subi une cyberattaque. Les personnes responsables cherchaient un rançon. Moi, je me demande quel est le type d'être humain qui trouve une idée pour endommager le système de santé pendant une pandémie globale, et ceci pour de l'argent. Je ne connais pas la réponse, mais cela soulève un certain nombre de questions sur l'équilibre. L'équilibre par rapport à cette idée affreuse d'attaquer un système de santé d'un pays doit être de trouver des gouttes de gentillesse dans lesquelles on peut tous participer. Je dis les gouttes pour que chacun d'entre nous, à la fin de chaque journée, on pourrait nous dire, moi j'ai sciemment placé une goutte de gentillesse ou de bienveillance dans une politique, dans une stratégie, dans un formulaire économique afin de trouver un nouveau type d'équilibre. Merci, Varel.
on le voit tous. Vous n'avez pas de doute, vous n'exprimez aucun doute sur la question du changement climatique, sur la question de la densification de la ville. Moi, j'ai une question, c'est comment est-ce qu'on coordonne finalement l'action de tous ces acteurs? Est-ce que ça veut dire que les politiques publiques vont avoir un rôle important à jouer dans les années qui viennent? Alors Catherine Guillouard, comment vous voyez ça justement, la place des acteurs publics? Comment on explique aussi aux habitants les transformations en cours? Là, j'allais dire, c'est presque une question pour le gouvernement, hein, parce que nous, en tant qu'entreprise publique, évidemment, on se prend en main, hein, et on est aidé par notre actionnaire. Mais la question, on le voit bien, aussi en France, hein, de la multiplicité des collectivités qui sont en face de nous, et aussi une complexité à gérer, hein. On a un système d'organisation de la vie publique où il y a un éclatement des compétences des uns et des autres dans le système, qui fait que effectivement il faut parler d'écosystème si on veut avancer. Alors nous, évidemment, en étant au cœur du dispositif, puisque le transport public urbain joue un rôle fondamental, on est assez bien placé justement pour essayer de faire notre part de la coordination. Mais c'est forcément... Moi, ce que je vois, c'est qu'on essaye en tout cas de développer beaucoup de partenariats. On en développe avec certains promoteurs immobiliers comme Véronique. J'ai aussi passé, par exemple, un accord un peu stratégique avec Woodéum qui fait des constructions bas carbone pour mettre en place certains projets avec nous. Mais je pourrais citer, bien entendu, d'autres partenaires qui auront aussi une empreinte, j'allais dire, sur la ville importante, du genre parler de nouvelles mobilités. On va développer le véhicule autonome, on le développe en liaison avec la région et la ville de Paris. On en est au 100 millième passager, à la 100e expérience. Pour le dernier kilomètre, ce sont des choses, par exemple, qui peuvent faire sens. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas une solution unique et qu'il faut arriver à coordonner les acteurs ensemble. Et ça, c'est aussi un des rôles, évidemment, des politiques, entre guillemets, mais au sens noble du terme, d'instrumentaliser l'écosystème. Véronique Bédag, sur ce sujet, et puis aussi sur la question de la densification, parce que vous insistez sur cette nécessité, mais il y a des attentes un peu contradictoires, en fait, des Français, notamment. Ils veulent de la nature, ils veulent de l'espace, et vous savez qu'il va falloir mieux gérer, il va falloir concentrer cet espace. Je pense que, comme dit Catherine, en réalité, il y a un grand rôle d'explication et de compréhension par les autorités publiques de ce que va être la ville dense et la ville bas carbone. La ville bas carbone est dense, c'est pas une ville qui s'étend, c'est une ville dense. Ça, je pense qu'il y a un vrai travail à la fois d'urgence, hein, de compréhension que c'est comme ça que ça va se passer et qu'il faut y aller vite. Il y a aussi un vrai travail, je vous l'ai dit, sur l'espace public, hein, ça ne va pas sans travail sur l'espace public. La vie ensemble, c'est là qu'elle se passe. Et donc, il faut vraiment urgemment s'approprier cette question-là. Après, moi, je suis un peu comme Catherine, c'est-à-dire qu'au fond, en attendant que tout cela se mette en place le plus vite possible, on se prend quand même vraiment en main. Ce qui me frappe, hein, qui suis passée du public vers l'entreprise, c'est que l'entreprise se prend en main. L'entreprise, aujourd'hui, elle pense qu'elle a un rôle à jouer et que forcément, Catherine, encore plus que n'importe qui, entreprise publique de transport, mais toutes les entreprises privées, je pense que vous le direz aussi, hein, ont cette envie de faire. Nous, la ville à bas carbone, elle se construit avec les architectes. On est vraiment très présents auprès des architectes, ils sont très présents autour de nous, il faut leur rendre hommage. Hein, le bas carbone, c'est d'abord de l'architecture. Toutes les grandes entreprises d'énergie, on travaille énormément avec EDF, on travaille énormément avec Suez. Et puis évidemment, toutes les entreprises de BTP, on ne peut pas faire que de la ville en bois, ça n'existe pas. Il faut travailler tous les matériaux, il faut travailler la pierre. Moi, je regarde vraiment le béton bas carbone. Nous, dans le projet de la ville de la Porte de Montreuil qu'on a gagné, on avait 47 partenaires. Pour faire un quartier, on avait 47 partenaires autour de nous, dont Catherine, qui, elle, s'occupe dans ce quartier-là de la multimodalité. Donc vraiment, moi, je pense qu'en attendant que l'autorité publique et les collectivités locales se mettent au fond vraiment en ordre de marche, de façon ordonnée, parce que là, c'est un peu dispersé,
sur l'urgence climatique, les entreprises ont un rôle à jouer et il faut qu'elles le jouent. Et les politiques publiques ? Les politiques publiques sont essentielles, mais moi je dis qu'après tout, là où nous sommes, voilà, il faut qu'on fasse déjà ce que l'on a à faire. Mais évidemment, hein, il va falloir donner des permis de construire, il va falloir soutenir le bas carbone, il va falloir, qui aujourd'hui est encore plus cher, dans certains cas, que la construction standard. Donc évidemment, à la fois l'État et surtout les collectivités territoriales, hein, qui sont au premier rang au fond de ces permis de construire et du travail sur l'espace public, c'est vraiment un travail de proximité, doivent être les premiers dans ce combat-là. Mais je suis d'accord avec Catherine, de façon ordonnée, parce que sinon c'est vraiment très très compliqué pour toutes les entreprises qui interviennent sur le territoire. Bertrand Camus, sur cette question aussi des politiques publiques. Et puis vous avez insisté sur le vivre ensemble. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, quoi. C'est assez fascinant quand vous regardez les experts de Chevron qui, dans les années 70, avaient projeté, si on va sur le tout pétrole, les 400 ppm dans l'atmosphère, etc. Tout ça, ça a été écrit, en fait. Et il ne s'est rien passé. Et par rapport au changement climatique, je sais pas, moi, vous prenez le bassin Adour-Garonne, on sait exactement ce qui va se passer. Vous avez une grande ville sur un estuaire qui porte un nom de vin, avec une collectivité qui voulait passer à 1 million d'habitants. Alors, ils ont été coincés plus par les transports, la fameuse rocade qui bloquait et tout. Mais en fait, il n'y a pas d'eau pour 1 million d'habitants à horizon 10 ou 15 ans. Donc, on connaît les problèmes, on connaît les solutions. Après, je pense qu'il y a effectivement à gagner énormément en coordonnant mieux les différents acteurs de la ville, plus d'hybridation pour éviter de faire les choses en parallèle. Et puis après, je pense que ça passe par la mobilisation citoyenne. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'un État. Alors on a démontré que l'État pouvait tout faire dans les derniers mois, hein, avec le quoi qu'il en coûte, mais ça passe par la mobilisation citoyenne. Mais désolé, avec 67% d'abstention régionale, il ne faudra pas dire on subit ça alors qu'on sait, et on sait ce qui va se passer, et on sait ce qu'on pourrait faire pour que ce soit mieux, quoi. Je me tourne vers Yvonne Farrell, si vous nous entendez. Est-ce que, ce que vous observez, sur le rôle des politiques publiques, justement, dans la ville, en France, elles jouent traditionnellement un rôle important. Avec votre expérience de cabinet d'architecte à l'international, qu'est-ce que vous observez sur cette question des politiques publiques et de leur importance, justement, pour prendre en compte tous ces enjeux? Public policy. Je pense que les politiques publiques sont absolument vitales afin de pouvoir répondre aux changements, aux mutations, et les gens changent. Et moi, j'adore ce débat en ce moment. On parle d'intégration, intégration des différents acteurs. Lorsque vous pensez aux infrastructures, c'est pour cela qu'on utilise le terme l'architecture comme la nouvelle géographie, l'intégration de l'eau, des bâtiments, et vous parlez de densité, d'une bonne conception. Alors, bien sûr, on va être de plus en plus proche. Oui, bien sûr, on va s'adapter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont modernisés. Donc, en fait, il s'agit d'adaptation. Et moi, je pense que les politiques sont essentielles. Et vous savez, ce qui est intéressant avec la pandémie, c'est ce sens d'être ensemble, le bien vivre. Et on veut que les scientifiques inventent quelque chose pour nous protéger. Il s'agit d'injecter un esprit de survie. Et je pense que la même chose s'applique à la conception, au design. Vous savez, nous tous vos invités ici, en fait, les architectes, les ingénieurs, les stratèges sont des inventeurs d'espace. Donc moi, je crois dans les politiques et je pense que la politique doit être ouverte au changement et inclusive. Oui, bien sûr, on doit pousser tous ceux qui font de l'espace public une réalité. Bien sûr, il faut de la densité, mais il faut savoir que la qualité est absolument essentielle dans les politiques publiques. Carlos Moreno défend la ville du quart d'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine Guillouard? C'est-à-dire d'avoir la possibilité de travailler à un quart d'heure, de pouvoir avoir ses loisirs. Et en termes d'infrastructure, pour vous, ça pose des questions. Est-ce que c'est utopique?
Ça dépend de quelle agglomération on parle. Mais enfin, à Paris, la ville du quart d'heure, elle nécessiterait des basculements très importants entre l'endroit où se situent les emplois et l'endroit où se situent les domiciles des personnes, puisqu'on le sait très bien qu'en région parisienne, il y a beaucoup d'emplois à l'ouest et beaucoup d'habitats à l'est. Alors, ça va être l'arrivée du Grand Paris Express, quand le programme sera terminé, va doubler le métro, puisqu'aujourd'hui, les 4 extensions de lignes que nous sommes en train de réaliser sur le métro parisien font qu'on va passer de 200 à 227 km à peu près, et le Grand Paris va rajouter 200 km. Quel est l'intérêt du Grand Paris ? Il est justement d'éviter de traverser Paris pour aller travailler, mais bon, ça va ouvrir évidemment, et d'ailleurs, je fais une petite provocation au passage pour réveiller tout le monde, c'est que je suis très énervée quand je suis patron de la RATP d'ouvrir Mairie de Saint-Ouen, de regarder que les prix de l'immobilier ont pris 70% grâce à ça, puisque évidemment la promotion immobilière c'est très important pour eux, l'arrivée de stations de métro, et il y a 0 € qui est réinjecté dans le financement des transports publics. Donc on crée une externalité ultra positive. Et il n'y a aucun fonds public qui revient à l'intérieur du système pour redévelopper des infrastructures. On parle quand même de projets, je vous donne juste ce petit exemple, mais mettre ce qu'on a fait, Gare Saint-Lazare, de Mairie de Saint-Ouen à 15 minutes par un métro full automatique, 80 km/h, construit 4 stations de métro brand new, dont une, porte de Clichy, est à moins 25 mètres, 9000 mètres carrés, avec en plus, j'allais dire de façon, au milieu, en livraison mode Covid. Quand on va descendre à Orly, ce sera la même chose. On mettra Bibliothèque nationale Orly à 15 minutes. Donc, c'est des choses qui raccourcissent le temps. Donc oui, évidemment, c'est quelque chose qui est pas hors complètement de portée. Mais après, il faut raison garder, dans une agglomération de 11 millions d'habitants, être à un quart d'heure de son travail, c'est quand même réservé à quelques privilégiés. Même si avec ce que nous faisons, les infrastructures que nous mettons, on fait gagner énormément de temps aux gens. Et ça, c'est une externalité positive que les transports publics urbains ont. C'est que quand vous transportez 1800 personnes, vous avez besoin de 1 RER. Aujourd'hui, je suis désolée de le dire, mais en région parisienne, c'est 1100 voitures. Et le RER-A, c'est l'équivalent de 2 autoroutes à 14 voies. Donc la question du coefficient de l'espace public est majeure. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'il faudra évidemment continuer à travailler en partenariat, en écosystème à l'avenir. Merci. Alors je vais me tourner vers la salle, il y a peut-être des questions. Là. Oui, bonjour. Vous avez parlé justement des effets inflation, enfin de la hausse des prix sur les marchés immobiliers et des retours sur l'aménagement. Est-ce que du coup les mécanismes de captation des valeurs foncières qui sont utilisés, les TIF en Angleterre par exemple, est-ce que ça peut devenir en France une source de financement des infrastructures, notamment de transport ? Alors, on va avoir 2 visions, je pense. Après, il faut regarder comment ça pourrait être fléché. Mais oui, bien sûr. Oui. Mais il faut savoir que dans les 10 milliards qui sont nécessaires, en gros, de budget pour faire tourner les transports publics parisiens par an, il y a déjà évidemment une partie de taxes liées, j'allais dire, au foncier. Mais effectivement, il y a actuellement une mission qui est celle de Philippe Duron, qui est en train de regarder comment revoir le système de financement des transports à l'occasion de la crise Covid, puisque l'État a dû quand même injecter l'an dernier 3,4 milliards, dont 1 milliard du plan de relance. Donc c'est un sujet qui est regardé, mais on est moins allant, je dirais, de façon générale que les anglo-saxons sur ce sujet. Véronique Bédac, vous voulez les compléter ? Non, c'est un sujet compliqué. Quand j'étais à la ville de Paris, on avait beaucoup regardé ça quand on avait financé le tramway périphérique. C'est vraiment des mécanismes extrêmement compliqués parce qu'effectivement, l'arrivée de ce tramway recrée de la valeur pour tous les propriétaires sur le tramway. Mais honnêtement, la question est vraiment très, très compliquée. Une autre question, ici, là devant.
La question était en fait, quand vous êtes en vacances ou que vous vous déplacez, qu'est-ce qui se passe pour les territoires qui ne sont pas très denses? Télétravail. Qui ont attrait finalement à l'aménagement du territoire. Est-ce que, par exemple, Nexity imagine d'être plus présent dans ce qui ne correspond pas, selon votre acception, à des grandes métropoles? Et est-ce que, par exemple, la RATP a prévu d'investir un peu plus les petits territoires pour sortir la voiture finalement comme moyen obligatoire des petits territoires? En fait, vous avez une fausse image de Nexity. Alors effectivement, on parle toujours des métropoles parce que ce sont les plus étudiées. Mais nous, on est juste partout, en fait. On intervient dans toutes les villes où il y a un besoin de logement. Ce n'est pas métropole ou pas métropole, en réalité. Et vous avez raison, on est encore plus présent. On a fait le choix, il y a 2 ou 3 ans, de partir avec les maires qu'ils souhaitaient sur les sujets cœur de ville, qui sont vraiment des villes moyennes. Et on est très présent sur des villes plus rurales quand le maire le souhaite, quand il y a une demande. Donc nous... voilà, c'est une présence historique sur le territoire. En revanche, Catherine, toi, tu ne vas pas dans les villes moyennes, dis-moi. Ah, pas du tout, c'est complètement faux, puisque je tiens à le dire, merci de m'envoyer la balle, comme ça je peux la récupérer. On va faire un Roland-Garros féminin. Non, alors en fait, on est présent dans 470 villes. Je prends l'exemple, je vous donne un exemple, Quimperlé, c'est pas une très grande ville, on fait 800 000 voyages par an à Quimperlé. On est très présent dans l'Est, on est à Valenciennes, enfin on est dans des villes un peu de toute taille, en fait, en dehors de Paris, et puis on est évidemment présent à l'international. Alors là où vous avez raison, c'est que le télétravail, en gros, avant Covid, c'était 1,2 jours, c'est passé à 3 jours. Moi, mon vrai sujet, déjà, c'est comment j'absorbe le plomb à Paris. Donc, parce que là... le plomb, voilà. Alors, moi, on a fait tourner nos modèles parce que tu sais que comme on a 2000 ingénieurs à la RATP, on aime bien faire ce genre de choses. Donc, en fait, il y a 3 facteurs qui nous impactent. Le télétravail, on estime que ça peut faire entre 5 et 7% de moins sur le réseau dans une région comme Paris, enfin l'Île-de-France. On a l'e-commerce qui a explosé et qui donc fait aussi que les gens se déplacent moins. Et puis le troisième, évidemment, il est évident, c'est que 10% de mes recettes sont touristiques et que pour l'instant, on est très loin d'avoir retrouvé le niveau de tourisme. Donc, en fait, on est aujourd'hui à des niveaux, nous, d'offres quasi 100%. On tourne à 70% actuellement. Alors, curieusement, c'est là où on voit la société est en train de changer. Mes RER sont à 90% le week-end et ils sont à 70-75 en semaine actuellement. Mais c'est parce que la politique de télétravail n'est pas encore complètement arrivée à terme. Ce sera en septembre qu'on verra ce que les entreprises font, etc. Voilà, en très résumé. Merci. On a une autre question. Attendez, on va vous donner un micro. On va revenir vers vous. Bonjour. Alors moi j'ai une question, c'est peut-être un petit peu plus global. Je vois ici qu'il y a l'eau, aussi il y a c'est très minéral aussi finalement, et il y a aussi le transport. Mais la ville de demain, c'est aussi faire attention à la pollution. On parle beaucoup de décarboner. Et alors, est-ce que vous pensez aussi à justement réimplanter beaucoup de végétal, beaucoup de bois, beaucoup d'arbres? Parce que ça peut être aussi une possibilité de vivre ensemble. Finalement, il n'y a personne vraiment ici dans ce domaine, le végétal. Oui, Végétal de façon très très large, bien sûr. Déjà, il y a beaucoup de choses dont on travaille sur ces sujets-là, qui est de trouver des traitements à la pollution de l'air. Ça a été mentionné en introduction sur le fait que c'est quand même, d'un point de vue sanitaire, le fléau numéro 1 aujourd'hui. Donc il y a des travaux qui sont faits, des modélisations aussi aujourd'hui qui permettent de bien détecter les sources d'émissions de pollution et de pour pouvoir les traiter. Et puis effectivement, tout ce qui est rendre la ville plus agréable, plus viable, effectivement les espaces verts, enfin c'est les lieux communs, on en revient toujours aux lieux communs. À partir du moment où on va densifier, vous l'avez mentionné, c'est l'espace public. Donc ça veut dire c'est du verre, c'est de l'eau, des fontaines, voilà, il y a des choses comme ça qui doivent revenir dans la ville, qui existaient dans le concept original de la ville, qui a disparu. Il n'y a qu'à voir quand on refait une place dans la capitale de la France aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme arbre,
ou quand on refait une rue. Voilà, donc c'est des choses qui vont devoir revenir dans la ville. Je voudrais dire que sur les projets immobiliers que conduit aujourd'hui le groupe RATP à Paris, systématiquement, je l'ai dit tout à l'heure, Vaugirard, c'est la plus grande toiture végétalisée de Paris. On a créé 2,4 hectares de végétal à Paris sur nos projets immobiliers. C'est un chiffre précis. Et nous, effectivement, sur nos projets, on a toujours un paysagiste, évidemment. Pour vous donner une idée, Porte de Montreuil, une fois qu'on aura construit ce qu'on a construit, il y aura 2 fois plus d'arbres qu'aujourd'hui. Et là où vous avez raison, et nous, au fond, le bas carbone, moi j'ai l'impression que chez Nexity, on sait ce que c'est. On est le premier promoteur bas carbone, c'est nous qui en produisions le plus. Il faut qu'on industrialise. En revanche, la question qu'on a aujourd'hui, qui est arrivée, au fond, un peu plus vite que ce que j'attendais, qui est la biodiversité. Comment, dans nos projets, on tient la biodiversité, et il ne suffit pas de planter des arbres, de mettre des nichoirs. Il faut vraiment se préoccuper de la biodiversité sur tout le cycle de production de l'immeuble. Et ça, honnêtement, pour nous, c'est le début de l'histoire. Je le reconnais. Autant la végétalisation, nous, il y a toujours de la végétalisation, c'est notre engagement. Mais vraiment, au-delà de cette végétalisation, comment, quand je végétalise et quand je construis mon bâtiment, où je vais chercher mes matériaux, comment je maintiens et j'encourage la biodiversité, c'est vraiment le dossier qui s'ouvre chez Nexity dans les semaines qui viennent. Merci. Oui, merci. Bertrand Camus a mis en avant la mobilisation citoyenne. Que font les acteurs, les différents acteurs pour mobiliser les citoyens, favoriser leur participation et recueillir leur avis? Nous, c'est l'exécution de nos métiers, c'est vraiment très local, hein, toujours dans les collectivités, que ce soit dans l'eau, dans le domaine du recyclage et de la valorisation. Donc sur tout ce qui est recyclage et valorisation, il y a peut-être un peu moins de participation citoyenne, bien que c'est en train de monter. Par contre, dans le domaine de l'eau, c'est un sujet qui est hyper sensible. Donc voilà, tout ce qui est accompagnement, utilisation des services, panel de goût, il y a vraiment une relation très proche avec la population et les usagers. Puisqu'à la fin, ce sont aussi eux qui non seulement payent la facture, mais aussi mettent leur bulletin dans l'urne. Et donc, c'est une partie importante de nos parties prenantes. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau local. Ce travail participatif, il vous semble important, oui. Oui, puis plus la situation est compliquée. C'est des choses que l'on vit quand on a gagné le contrat de gestion des villes du Sénégal, à Dakar, quand on était à Buenos Aires. Quand vous avez, je veux dire, il y a moins de questions, par exemple, dans un pays comme la France où les services fonctionnent, tout le monde a accès à l'eau potable. Dans les pays où l'infrastructure n'est pas encore en place, la façon de pouvoir accompagner les services et leur développement demande une forte interaction avec la population. Sinon, c'est voué à l'échec, en fait. Tant que vous avez le micro, je regardais les travaux de prospective de l'ONU qui parlent à l'horizon 2050 de 13 mégalopoles qui feront plus de 20 millions d'habitants. Alors Lagos, 20 millions d'habitants, Delhi, 39 millions d'habitants, vous avez cité tout à l'heure. Est-ce qu'on peut arriver encore à gérer des villes de cette taille, notamment sur les infrastructures, question de l'eau par exemple? En théorie, oui, mais est-ce que ces villes atteindront ces niveaux de population si on continue à battre des records de température et que ça devient complètement invivable, hein. Je pense que ce que je disais tout à l'heure sur l'accélération et sur vraiment la magnitude de l'impact qui est très sous-estimé à mon avis, fait que toutes ces projections ne seront peut-être pas la réalité de ce que nous allons vivre dans les années qui viennent. Enfin, pour ceux qui sont allés à Delhi, nous on a notre bureau en Inde, on est un acteur assez important en Inde. Déjà, hors pic de chaleur, c'est déjà quasiment invivable. Avec 10 degrés de plus, je ne vois pas comment on peut avoir des projections de population comme ça. Donc ça va être autre chose, à mon avis. Est-ce que cette crise signe le retour des villes moyennes, Véronique Bédag? Oui, un peu. Ça avait commencé avant la crise, hein. Les opérations cœur de ville, vraiment, ça avait commencé avant la crise. On le constate dans les transactions immobilières. Nous, on est très présents auprès des maires de ces collectivités. Pour tout vous dire, on fait des offres d'ailleurs de travail sur le commerce de centre-ville, hein, parce que tout de suite, c'est la question. Si vous télétravaillez et vous êtes dans une ville moyenne, vous avez besoin de services, vous avez besoin de tiers-lieux aussi. Nous, on déploie aujourd'hui des tiers-lieux dans des villes beaucoup plus petites que l'Île-de-France, par exemple. Donc oui, moi, je pense que, bon, peut-être pas dans les proportions qu'on imagine, mais oui, certainement.
Catherine Guillouard, votre regard sur ces villes moyennes et qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'acteur dans les transports? Nous, on est en compétition pour gagner des contrats avec des villes moyennes. Donc, j'allais dire, commercialement, on est très favorable au développement des transports publics urbains dans ces villes, de toute façon, puisque sans cela, vous n'avez pas de revitalisation des centres urbains. Donc, l'un va avec l'autre et c'est vraiment un chaînon complètement intégré. Je pense, comme Bertrand, que oui, toutes ces grandes statistiques sur le fait que les villes vont continuer indéfiniment à croître, notamment dans les pays émergents, à mon avis, ça reste à voir. Le taux de congestion est tel et l'impact humain sur les populations est tel que quand on croit ça, je voudrais juste dire qu'une ville comme Delhi, dans laquelle on le sait, est quand même pas suffisamment équipée en transport en commun, je pense qu'on peut le dire, par rapport à la taille de la population, même si le métro est très bien. Moi, je connais bien le réseau de Delhi, mais il est quand même en termes d'extension. Donc, on voit bien que penser une ville sans avoir une colonne vertébrale de transport public qui tient la route aujourd'hui, tout en voulant décarboner, c'est une équation totalement impossible. Donc, je pense qu'il faut... Soyons français pour une fois, voyons les bons côtés des choses. À Paris et en région parisienne, on va avoir un super réseau à horizon de 10 ans qui sera quand même porteur d'externalités positives, y compris sur le plan écologique. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a une étude Kantar extrêmement récente sur une cinquantaine de villes. Le take-away de la crise actuellement, c'est moins 5% sur tous les transports publics de ces 80 villes mondiales, plus 10% de la voiture. Donc c'est une catastrophe. Le covoiturage est à moins 14%, le vélo est à plus 8%, mais enfin, une fois que j'aurais dit que la moyenne d'un trajet en vélo dans la région parisienne, c'est 2,5 km, vous voyez bien que ça ne résout pas du tout les problèmes, les connexions Grande Couronne, centre de Paris. Donc aujourd'hui, il faut se réveiller parce que si tout le monde si on retombe dans l'autosolisme, c'est une catastrophe absolue. Voilà. Je me tourne vers Patrice Geoffron parce qu'on arrive au terme de cette séquence pour conclure. Patrice? Oui, merci beaucoup. Écoutez, j'ai trouvé tout ça passionnant et j'aimerais simplement retenir 2 raisons d'espérer parce que il pourrait y avoir beaucoup de raisons de désespérer dans le contexte actuel, mais finalement, et notamment après avoir entendu les 2 masterclass d'hier, vendredi matin, et les débats passionnants avec les jeunes gens qui étaient conviés à échanger, je trouve que globalement, il faut plutôt que nous concentrions sur les raisons d'espérer. J'en vois 2. Premièrement, on a beaucoup parlé de la ville dense. La ville bas carbone est une ville dense. Eh bien, ces villes, on les trouve plutôt historiquement en Europe qu'ailleurs. Si on compare, je ne sais pas, Barcelone à Atlanta, 2 villes de 5 millions d'habitants. Barcelone est étendue sur à peu près 150 km², Atlanta est étendue sur 4000 km². Ça veut dire que par habitant, les émissions de CO2 pour les transports sont à peu près x10 à Atlanta comparativement à Barcelone. Donc ces villes, on les trouve plutôt en Europe et les entreprises qui vont avec et donc qui historiquement entrelacent les réseaux de services publics en particulier dans les villes, eh bien ce sont des savoir-faire plutôt européens. Donc première raison d'espérer. Deuxième raison d'espérer, ça a été évoqué, je crois, par Catherine Guillouard, qui a dit que les effets en termes de PIB des congestions, c'est 1-2%. Si on rajoute les effets liés à la pollution, selon les villes, on va trouver 2, 3, 4, 5%. Ça veut dire, si on veut avoir un ordre de grandeur, par exemple pour la France, 5% du PIB, c'est environ 125 milliards d'euros. Donc ça veut dire, et petit calcul économique puisque nous sommes aux rencontres d'Aix, ça veut dire que les progrès qu'on pourrait faire dans ces domaines sont des progrès qui pourraient de cette manière éviter des coûts très considérables chaque année. Donc pour le traduire également avec un vocabulaire d'économiste, eh bien ça veut dire qu'il y a des business models cachés derrière ces transformations et évidemment des gains en confort, des gains en résilience, tout ce qui a été évoqué pendant cette heure que j'ai trouvée passionnante et je vous en remercie.
Merci Patrice Geoffron, merci Catherine Guilloire, merci Bertrand Camus, merci Véronique Bédag et merci bien sûr Yvonne Farrell.